qui mêle deux choses que j'adore. Moi, j'ai adoré tout dans ce livre. Moi, dès que je vois Fatou Diom, je clique directement. Février, c'était un petit mois, mais c'était un mois vraiment trop rempli de belles découvertes culturelles pour moi. Là, ça fait trop de mois dans une même phrase. Mais bon, aujourd'hui, je te partage un bilan culturel de tout ce que j'ai aimé en février. Donc ce mois, il n'y aura pas de top et flop parce que j'ai envie de parler que de choses positives. Déjà parce qu'il y a le soleil. Bienvenue sur ma chaîne, une sorte de journal de bord culturel où je te partage tout ce que j'ai lu, écouté et regardé. Et chaque mois, on se retrouve pour un bilan culturel. En ce qui concerne les livres, je vais commencer par La fille de la supérieure de Sayaka Murata. C'est un livre dont j'ai déjà parlé dans l'un de mes points lecture. En fait, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il mêle deux choses que j'adore. Une écriture simple et fluide et aussi un propos vraiment très très profond dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. En gros, dans La fille de la supérieure de Sayaka Murata, on va suivre une jeune femme de 36 ans qui travaille depuis plus de 18 ans dans un combini. C'est une femme de 36 ans qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant et en plus, elle a un job à temps partiel. Donc, elle devient une anomalie dans ce système japonais très conformiste. Le deuxième livre que j'ai adoré, du coup, mon coup de cœur de ce mois, c'était Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ça aussi, je compte en parler dans l'un de mes futurs points lecture. Vraiment, j'ai adoré tout dans ce livre, que ce soit les personnages, les histoires, la description de la nature. J'ai tellement adoré le livre que j'ai du mal à trouver les mots pour en parler. Mais c'est l'histoire de Émile qui a 26 ans et qui apprend qu'il a un Alzheimer précoce. Donc, il décide de tout plaquer et d'aller en road trip dans les Pyrénées. Et pour ça, il va mettre une petite annonce et puis il y a une jeune dame, Joanne, qui va répondre à cette annonce-là et qui va vouloir faire le voyage avec lui. Donc, on va les suivre alors dans leur quotidien et aussi il y aura des flashbacks dans le passé pour pouvoir comprendre l'histoire de chacun. Pourquoi chacun décide d'entrevoir ce voyage, surtout pour Émile. On se dit, les docteurs lui donnent seulement que 2 ans à vivre. Donc, normalement, il devrait profiter de ces 2 années à vivre là pour beaucoup rester avec ses proches. Mais pourquoi il décide d'aller en montagne? Et pareil aussi pour Joanne, on va essayer de comprendre pourquoi elle décide de faire ce voyage-là, surtout avec un inconnu qu'elle ne connaît pas. Émile a donc trouvé une compagne de voyage qui est Joanne. Et de là, on va voir comment se tisse une certaine relation un peu particulière entre eux. C'est un livre qui parle de la maladie d'Émile, de la mort aussi. Avec cette description, on pourrait penser que c'est un livre plutôt triste, mais pas du tout parce que c'est un livre qui a réussi à me faire rire, à aussi me faire pleurer un peu. Mais en tout cas, c'est rempli d'émotions parce que l'autrice, elle arrive très bien à décrire toutes les émotions par lesquelles chacun des personnages va passer. On a donc le duo Émile et Joanne qui se soignent mutuellement. Et quand j'ai refermé le livre, personnellement, j'avais l'impression d'avoir voyagé avec eux. C'est vraiment un très très bon livre que j'ai lu ce mois-là. On passe ensuite au podcast que j'ai aimé. Le premier podcast, c'était Fatou Diom, je crois en l'universalité de la spiritualité. C'était sur la chaîne Kato TV, qui est une chaîne catholique. Je précise, je ne suis pas catholique, mais en fait, moi, dès que je vois Fatou Diom, je clique directement. Je ne fais pas trop attention à la chaîne qui propose ce contenu, mais dès l'instant où c'est Fatou Diom, ça sera forcément quelque chose que je vais aimer. C'est donc un échange dans lequel Fatou Diom va surtout partager sa vision de la spiritualité, sans forcément parler de sa religion à elle en tant que telle. Et c'était vraiment un très bel épisode que j'ai adoré. Personnellement, pour moi, c'est toujours un plaisir d'écouter cette dame parler. Je la trouve d'une certaine lucidité qui fait que je pourrais passer des heures et des heures à l'écouter encore et encore. J'ai déjà lu l'une de ses œuvres, Le vent de l'Atlantique. J'ai aussi beaucoup aimé sa plume. Et on voit très bien que entre le livre et sa vraie personnalité, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qu'elle transmet dans ses œuvres, c'est exactement ce qu'elle dit en vrai. On passe ensuite au deuxième podcast. Mais avant, j'ai lu Depuis aux hommes de Mohamed Mbougar Sarr, dont j'étais déjà parlé dans un point lecture. Et quand j'ai terminé ce livre-là, j'avais envie d'aller encore plus en profondeur sur ce sujet. Une petite parenthèse, j'utilise Obsidian pour prendre mes notes et comme je peux créer des liens entre les différentes pages Obsidian que je crée, j'ai donc créé un lien entre le livre Depuis aux hommes et le podcast dont je veux te parler qui est D'où vient l'homosexualité sur la chaîne Les couilles sur la table. Dans cet épisode, on a l'invité qui est Mathias Chaillot, qui est journaliste et qui est lui-même aussi gay et qui est l'auteur du livre 4% en théorie. Il a alors mené une enquête autour de l'homosexualité, autant pour nourrir ses recherches
qu'eux aussi pour mieux se connaître et pour comprendre son choix à lui. Dans la 4e de couverture de son livre, par exemple, il explique qu'il sait qu'il ne trouvera pas de réponse unique, mais qu'il a besoin de mener cette enquête comme un voyage intérieur. Et dans cet épisode, ils vont réussir à montrer que la majorité des recherches ou des enquêtes qui ont été faites auparavant ne sont pas aussi neutres que ça. Parce que la majorité de ces chercheurs-là étaient eux-mêmes gays. Du coup, c'était un peu biaisé. L'invité, sa conclusion, ça a été de se dire, ça n'a aucun sens de chercher d'où ça vient vraiment parce que le 3e podcast dont je te parle, c'est Tout savoir sur les émotions. C'est un épisode du podcast Psychologie et bien-être avec comme invité la thérapeute Julia Bouchinet. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que c'est un épisode qui t'explique déjà. Elle commence d'abord par expliquer d'où vient le mot émotion. Elle nous dit ici que émotion vient du mot émover qui signifie mettre en mouvement. Donc c'est un signal que notre corps nous envoie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle arrive à montrer qu'il n'y a aucune émotion en tant que telle qui est mauvaise, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, rien n'est mauvais. C'est juste ce qu'on fait quand on ressent cette émotion-là qui peut être mauvais. Elle montre aussi pourquoi c'est important de comprendre nos émotions et nos besoins plutôt que de les subir ou de les refouler. Il y a donc 5 émotions de base auxquelles elle rajoute 2 autres émotions et pour chaque émotion, elle va nous expliquer ce que chaque émotion révèle comme besoin en nous. Après avoir écouté cet épisode de podcast, moi personnellement, je suis ressortie avec pas mal de petites pistes très concrètes comme des activités à faire, des outils aussi à utiliser comme la roue des émotions pour mieux apprivoiser et pour aussi ne pas subir ces émotions. C'est un épisode que j'ai aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses, notamment liées au stress et aussi aux tensions chroniques et aux maladies chroniques. Quand j'ai terminé l'épisode, j'ai écrit que c'était les meilleures 35 minutes de ma semaine et franchement, quand je pense à ça aujourd'hui, je pense que c'est vrai et que j'en avais vraiment besoin de cet épisode-là. Le dernier podcast dont je te parle, c'est Je suis devenu libre le jour où j'ai arrêté de me définir, de Fabien Olicka. En gros, Fabien Olicka, il se définit comme un mentaliste ou encore comme un écrivain et pas mal d'autres choses encore. J'ai oublié le reste. Et il a une émission qui s'appelle Le Fil Mental où il prend un sujet et il essaie de tirer le fil mental de ce sujet-là jusqu'à arriver à une certaine conclusion. De ce que j'ai compris, il réfléchit en temps réel avec nous. Bon, nous, on l'écoute juste, mais il réfléchit en temps réel sur ce sujet-là sans qu'il y ait vraiment de script écrit, sans qu'il y ait trop de montage, trop de coupures. Donc, on a accès directement à sa réflexion. L'idée principale de cet épisode-là, c'était de se dire qu'on est ce qu'on fait et pas les étiquettes que les gens nous donnent ou qu'on se donne nous-mêmes. Et il explique que lui qui a déjà écrit pas mal de livres, il a eu du mal à se définir comme un écrivain en tant que tel, alors qu'un écrivain, c'est juste quelqu'un qui écrit des livres. Donc, s'il a écrit des livres, donc il est écrivain. Mais lui, il n'arrivait pas à accepter le fait qu'il était écrivain. Donc, il se dit à la fin, la conclusion de cet épisode, ça a été de se dire que plutôt que de se dire, je suis telle chose ou je suis tel sujet, mieux vaut dire que j'explore ce sujet-là. Ça peut un peu t'alléger de cette pression et même t'enlever de cette posture de l'imposteur pour te dire que je suis pas légitime de dire que je suis ça. Ma réflexion est un peu bizarre. Mais on va prendre un exemple simple. Bon, dans son cas, il a donné l'exemple de l'écriture. Lui, vu qu'il n'arrivait pas à accepter le fait qu'il était écrivain, il s'est juste dit, j'explore l'écriture, j'explore cette thématique. Donc, ça a allégé un peu sa conscience de se dire, bah oui, en vrai, si j'explore, si j'écris, je suis vraiment un écrivain. On passe ensuite au documentaire. Ce mois-ci, il y a vraiment un seul documentaire que j'ai vraiment aimé. Ce documentaire, c'est Je vais te tuer, les mécanismes du contrôle coercitif sur Arte. Dans ce documentaire, on assiste à plusieurs audiences d'hommes qui sont jugés pour violence conjugale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont jugés par des magistrates. La majorité d'entre eux ont fait appel parce qu'ils ont jugé que la sanction qu'on leur avait donnée était beaucoup trop injuste, n'était pas proportionnelle à l'affaire. Et chacune des magistrates va essayer de rappeler c'est quoi le schéma du contrôle coercitif. C'est quand un partenaire cherche à dominer l'autre, à l'écraser, à faire en sorte que l'autre n'existe que par lui. Et l'autre, en général, c'est très souvent la femme. Le plus frappant dans ce documentaire, c'est que aucun des hommes qui est accusé n'a de remords, aucun d'entre eux ne se remet en cause, aucun d'entre eux ne reconnaît avoir fait une faute grave. Et même, il y en a certains qui ont utilisé cette blague un peu absurde du type « Je peux pas être violent parce que j'ai une sœur, je peux pas être violent parce que j'ai une mère. » Et donc, il y a la juge qui dit « Oui, mais tu es une femme aussi, pourquoi tu es violent avec elle ?»
C'est un peu comme le gars qui dit « Je suis pas raciste parce que j'ai un ami noir ». Ok. Une autre chose aussi, c'est que pendant les audiences, on a souvent des preuves qui nous sont montrées. Parmi ces preuves-là, il y avait des appels téléphoniques que ces femmes ont vraiment réussi à enregistrer. Et dans l'un des appels, le gars, il est là, il crie et il y a l'enfant qui est à côté, mais il fait même pas attention à l'enfant qui est à côté. Et ce documentaire-là, clairement, il m'a rappelé l'une des œuvres que j'ai lues en février aussi, qui est La dernière allumette de Marie Vareille. C'est un livre aussi qui parle de violence conjugale. C'est un livre qui montre ce que ça fait de grandir avec un père violent à la maison. Et en même temps aussi, dans ce livre, on aura aussi des séances sur un psychologue où on a une patiente qui est elle aussi victime de violence conjugale et on voit comment pour elle c'est difficile de pouvoir quitter finalement ce mari-là, surtout quand il y a un enfant qui rentre en jeu. Ce que les magistrates essaient de faire comprendre, c'est que pour les enfants, mieux vaut divorcer que de leur faire subir ce trauma-là, parce qu'ils vont pouvoir facilement se remettre d'un divorce que de toutes ces années de violence. Dans ce livre, il y a une statistique qui revient beaucoup, qui est le fait que 3 enfants sur 4 qui ont grandi dans ce climat de violence finissent par devenir soit des victimes ou eux-mêmes des bourreaux. Et donc, il y a seulement un des enfants qui s'en sortent. Dans le documentaire, on a plusieurs couples. Donc, tu te dis, pour chacun de ces couples-là, les enfants sont un peu condamnés eux-mêmes à reproduire ce chemin-là. Et aussi, les magistrats ont réussi à montrer que certains de ces hommes-là ont eux aussi grandi dans ce climat de violence. Ils n'ont fait que reproduire ce qu'ils savaient déjà. On ne dit pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais dans un sens, avec les statistiques, on peut dire qu'ils étaient déjà plus ou moins condamnés à ça, sauf s'ils avaient réussi à suivre une thérapie pour ne pas avoir à reproduire ceci, un peu comme ce que nous montre ce livre de Marie Vareille. Ce mois-ci, j'ai aussi décidé de parler de 3 chaînes que j'ai découvert ce mois-là et que j'ai beaucoup aimé. La première chaîne, c'est Réflexion Basse. En fait, quand j'ai vu sa chaîne, je me suis dit, j'aurais aimé que ma chaîne ressemble à sa chaîne parce que c'est tellement bien fait et son concept est simple. Il prend un sujet, il fait des réflexions dessus. Il fait des réflexions dessus, mais des réflexions vraiment très travaillées avec des preuves de ce qu'il dit, avec des théories souvent qui sont très bien expliquées. Et je pense que ces vidéos peuvent être considérées comme des mini-essais. La vidéo qui m'a fait tomber sur sa chaîne, c'est Ces passions qui nous détruisent. Dans cette vidéo-là, il parle de ces personnes qui ont décidé de tout lâcher pour se consacrer uniquement à leur passion, donc de faire de leur passion leur métier et de comment ça a fini par être un enfer pour eux. Et pour ça, il utilise le livre de la journaliste Anne-Claire Gentialon, Le piège du métier passion. C'est un livre que j'écoute actuellement en audiobook sur Audible. C'est un témoignage en fait de cette journaliste de comment les métiers passion, c'est tout sauf ce qu'on nous vend, surtout aujourd'hui où on ne fait que mettre en avant l'entrepreneuriat et aussi taper sur le fait d'être salarié. Moi personnellement, ma passion, c'est les livres. Mais je pense pas que si jamais je dois vivre de cette passion-là, ça va toujours rester une passion. Ou encore le crochet. C'est moi qui ai cousu ce magnifique vêtement-là. Voilà. Donc, si je devais vivre du crochet, par exemple, si je devais faire de ma passion de crochet mon métier, je pense pas que je pourrais m'en sortir. Parce que déjà, le temps que ça m'a pris pour coudre juste ce vêtement pour moi-même, si je devais facturer, personne n'allait acheter parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps. Et en termes de matière aussi, c'était beaucoup trop cher. Donc, ça allait revenir plus cher. Donc, j'allais avoir beaucoup moins de ventes. Bref, tout ça pour dire que, personnellement, pour moi, dans la vie, il faut toujours avoir un travail très sécurisant à côté. Et puis maintenant, faire ses hobbies, avoir aussi une passion, c'est pas mauvais, mais toujours avoir quelque chose qui fait rentrer de l'argent régulièrement. Parce que avec les métiers passion, c'est que tu te retrouves à travailler beaucoup plus souvent parce que tu aimes ce que tu fais. Donc, tu ne fais pas attention à comment tu travailles, à quand tu travailles et au point où, en tout cas de ce que la journaliste, elle explique, au point où elle arrive à un moment où elle n'a plus de différence entre vie pro et vie personnelle. Et même, elle parle de son métier passion comme d'une relation amoureuse. Jusqu'à même parler de rupture amoureuse, de gourmet. En tout cas, la chaîne Réflexion Basse, c'est une chaîne que j'ai beaucoup aimée. Je pense que quand je suis tombée sur sa chaîne, j'ai regardé pas mal de ses vidéos d'un coup. La deuxième chaîne dont je te parle, c'est Marketing Mania. C'est une chaîne qui décortique un peu les stratégies marketing en se basant sur un livre très connu. Je sais qu'il a fait par exemple pour le livre L'art subtil de s'en foutre. Il a fait aussi sur pas mal d'influenceurs ou stars pour un peu montrer tout le marketing qu'il y a derrière la réussite de ces personnes-là. Donc, il arrive à montrer comment le positionnement, comment le storytelling ou encore la psychologie sont utilisés pour pouvoir nous vendre pas mal de produits et même pas mal de contenu aussi. Ensuite, la troisième chaîne, c'est un peu une chaîne doudou. Je sais pas pourquoi, mais je pense que le meilleur YouTube actuellement, pour moi, c'est le YouTube
canadiens. Je suis pas mal de Canadiennes sur YouTube et notamment celle-là qui est Pix, qui s'appelle Pix Dessine. En fait, j'ai trouvé sa chaîne et je trouve que c'est une chaîne ultra cocooning. Elle parle de crochet, elle parle de lecture. En tout cas, elle a pas mal d'hobbies qui m'intéressent et ses vlogs sont tellement agréables à voir. Je trouve sa chaîne vraiment très réconfortante. En fait, sa chaîne, c'est le genre de vidéo que tu arrives le soir et tu mets ça juste pour te détendre et c'est agréable de la regarder faire ses activités. Et souvent, même c'est des hobbies que moi, j'ai pas, mais c'est agréable de la voir faire. Et vu qu'elle parle aussi de ses lectures, donc forcément, ça me plaît. Voilà, c'est tout pour ce mois de février. Ça a été vraiment un mois très riche en découvertes. J'espère que ça t'a plu. Like la vidéo et aussi abonne-toi si c'est pas déjà fait. On se retrouve le mois prochain pour la suite de mon journal culturel.